Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire, le premier de l'année que la commission santé du CIAN organise en lien avec la commission RSE et ODD sur le thème le sport santé, un levier pour le développement durable en Afrique. Donc vous êtes nombreux à vous être inscrits, on en attend, en tout cas on vous attend nombreux ce matin. Et merci encore à ceux qui nous ont déjà rejoints et à ceux qui vont le faire certainement en cours de ce webinaire. Alors, ce matin, nous allons parler surtout d'économie du sport, de la place des femmes dans le sport, d'innovation pour promouvoir la pratique sportive et surtout de solutions concrètes pour développer une industrie du sport santé inclusive et durable sur le continent africain. C'est un sujet qui est assez porteur en ce moment. Vous savez, depuis d'ailleurs la CAN, hein, il y a eu la CAN, il y a bientôt les JO. Donc, c'est un sujet, on va dire, qui est un petit en haut de l'agenda du développement et que nous allons que nous allons voir sous différents angles avec nos invités. Tout d'abord avec Camille Bidot, qui est responsable impact et développement de Win-Win Afrique, qui nous rejoint depuis Abidjan. Bonjour Camille. Bonjour. Elie Casabedo, qui est vice-présidente de la Fédération ivoirienne, membre du comité exécutif chargé et vice-présidente de la commission du football féminin qui va nous parler d'inclusion. Elle va nous rejoindre donc depuis Abidjan. Pour l'instant, elle n'est pas connectée, mais ce sera fait d'une minute à l'autre. Bruno Lalande, qui est vice-président de Sport Business, vice-président de Sport.fr, président de Women Sport, Sport Africa et de Sponsoring.fr qui est lui depuis Paris, qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour Bruno. Bonjour Eric. Euh, alors, on va retourner en Afrique donc au Burkina avec Adama Traoré, qui est le responsable du pôle digital et innovation de santé en entreprise, donc qui nous rejoint depuis Ouaga. Bonjour Adama. Bonjour Eric, bonjour à Et en- tous. voilà. Et enfin, Mathieu Vallot, qui est chargé de mission sport et développement à l'AFD, l'Agence française de développement, qui lui va nous parler des actions de l'AFD en matière de sport et de développement. Donc, bonjour Mathieu Bonjour qui Eric. lui, voilà, qui lui est au siège du CIAN en présentiel avec toute l'équipe. Alors, un mot sur le déroulement de notre webinaire. On aura un premier temps en guise de keynote qui nous sera livré par Pierre-Samuel Gage, qui est le président de la commission RSE et ODD du CIAN et qui est également président Africa Mutundi et du média aussi Bonjour. Africa. Bon, il va nous présenter ce qu'il fait en intro. Nous aurons également donc un temps juste après, de présentation de solutions concrètes hein, sur la thématique innovation, sport, inclusion, santé, avec deux exemples qu'on a souhaité mettre en avant aujourd'hui, des challenges sport connectés sport santé et le retour de la campagne qui a été déployée à l'occasion de la CAN, la Coupe africaine d'Afrique des Nations. Ça, c'est Adama qui va nous faire cette présentation. Et nous aurons aussi Camille qui nous présentera le concept, et plus que le concept, mais vraiment le complexe, le dispositif Agora des complexes sportifs qui sont déployés par Win-Win Afrique en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous passons un temps de prospective, contribution, d'analyse sur justement la question comment bâtir une industrie du sport santé inclusive et durable en Afrique. On verra qu'on recoupe plusieurs à la fois enjeux sociaux, de développement économique notamment. Donc, on aura là Mathieu Vallot qui nous fera une première contribution sur la place du sport dans le développement et des actions de l'AFD. Elie Casabedo qui va nous parler de ce que fait la Fédération ivoirienne du football en matière de promotion de l'inclusion et de promotion de la santé également en Côte d'Ivoire. Et enfin, Bruno qui va nous dresser vraiment les perspectives du sport business en Afrique et nous dire quels sont les deux ou trois grands sujets qu'il faut retenir et dont il faut tenir compte, surtout quand on est entreprises opérant en Afrique, adhérents du CIAN et ce qu'on peut faire en la matière. Alors, avant de démarrer, on va passer tout de suite la parole. Je vais passer tout de suite la parole à Pierre Samuel, puisque Pierre Samuel, il était
naturel qui soit associé à ce premier, à cette thématique, puisqu'on va parler de développement durable. C'est le monsieur RSE et développement durable Océane qui pilote et anime la commission RSE et santé, il y a cette dimension qui est là. Alors, peut-être avant de commencer, je dirais que rappeler juste pourquoi on a retenu ce thème. Ce thème, on l'a retenu bien entendu parce qu'il y a bien sûr une actualité, mais un sujet plus de fond qui pour nous nous paraît important, qui est que le sport aujourd'hui a gagné, on va dire, ses lettres de noblesse, sa reconnaissance internationale. Lorsqu'on parle d'ODD, hein. Je pense que toutes les organisations internationales aujourd'hui considèrent le sport comme un levier, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la FD, on verra aussi avec la GIZ, enfin un certain nombre, même l'UNESCO, pour citer cela, l'OMS également. Et donc, il est important de voir, peut-être avant de démarrer et passer aux séquences suivantes, qu'on ait cet éclairage de ces enjeux avec Pierre Samuel, donc qui va nous dire comment, selon lui, le sport contribue à l'atteinte des ODD. Donc, Pierre Samuel, je pense que tu vas, en 5 minutes, nous dresser l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc, à toi, et ravi de te retrouver aussi ce matin, qu'on ne puisse pas le faire au moins en présence, en distanciel, puisqu'on ne peut pas être présent sur le même lieu. Voilà. Est-ce que tu nous entends bien, Pierre Samuel? C'est bon? Je t'entends bien, Eric. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette introduction et sur cette opportunité de faire le lien entre les questions de sport et de développement durable, les objectifs de développement durable. Je suis donc Pierre-Samuel Gued. Je préside un cabinet de conseil qui s'appelle Affectio Mutendi, qui travaille sur les enjeux de vigilance ESG et d'impact RSE, hein. Ce sont les deux mêmes ce sont les revers de la même pièce. Je préside donc cette commission RSE et ODD au sein du Conseil français des investisseurs en Afrique. Et puis, je suis également directeur de la publication d'un média en ligne qui s'appelle Africa Mutendi, un média à impact et qui recense un petit peu toutes les bonnes nouvelles des acteurs publics, privés et sociétés civiles engagés dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors, quand Eric m'a posé un petit peu la question, je me suis spontanément demandé ou posé, je me suis dit que finalement, les nexus et les liens entre ce qui est de l'ordre du sport et des objectifs de développement durable semblent pas automatiques, mais quand même, en fait, quand on creuse, hein, quand on travaille sur le fond, on se rend compte qu'il y a à minima trois niveaux particulièrement impactants. Le premier, et c'est bien évidemment toute la légitimité de cette commission de santé que d'organiser justement cette séquence, c'est qu'il y a bien évidemment des articulations entre les questions de sport et de santé. On connaît les enjeux importants en Afrique que sont ceux de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du diabète qui montent en puissance, hein. Véritablement sur le continent, on a près de 24 millions de personnes atteintes du diabète, notamment. On voit qu'il y a une atteinte, notamment pour les personnes qui sont en faible activité physique, notamment en ville, mais on voit même maintenant se développer le diabète et l'obésité dans les zones rurales. Donc, il y a bien évidemment un nexus extrêmement fort sur le sujet qui est articulé avec la question de l'alimentation, alors qui est un sujet extrêmement vaste également à travailler. Celui-ci est assez naturel et légitime. Il y a bien évidemment, on abordera le sujet bien évidemment, la question du nexus entre le sport et le développement économique. Parce que, en effet, avec le développement aussi des loisirs sur le continent africain, le secteur du sport est véritablement un secteur en croissance. Alors, il est créateur d'emplois, il est créateur de revenus pour les États à travers la fiscalité. Et là, on est sur ces notions d'impact intrinsèque et régulé, pas encore dans les stratégies de la RSE, mais vraiment dans ces impacts positifs qui sont liés aux activités socio-économiques. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, il y a le nexus sport et société extrêmement large, qui sera également abordé par certains intervenants dans le cadre de cette séquence. C'est très grand facteur d'inclusion, hein, dans énormément de sens du terme, et notamment sur les questions d'inclusion féminine, des places des femmes dans un certain nombre d'activités. C'est un vecteur contributeur à l'éducation, hein, qui n'est pas neutre, encore une fois, qu'il s'agit de prendre en compte. Et puis, c'est un créateur très clair de lien social
d'affectio societatis, euh, qui, encore une fois, nourrit le sentiment d'appartenance, voire crée les sentiments d'unité nationale. On l'a vu pendant la CAN, il y a véritablement, dans ce grand momentum sportif, un vrai sentiment de nationalité, là où sur le continent, on a beaucoup un sentiment d'africanité de transversalité nationale, sauf véritablement au moment de la CAN où les Camerounais sont derrière les lions, les Ivoiriens derrière les éléphants, et là on sent bien la force de la création de liens sociaux que peut être le sport et le foot, bien évidemment en particulier, qui est le sport le plus populaire sur le continent, mais également dans le monde, je pense, en concurrence avec la bicyclette. Voilà un petit peu le keynote que je vous Parfait. propose pour ouvrir un petit peu le sujet. Et puis c'est plus une chronique finalement qu'un keynote top-down. Et c'est l'objet de beaucoup d'ouverture sur les différents enjeux que l'on va aborder ensuite dans cette belle séquence. Merci à toi, Bon, Eric. en tout cas, petite note d'ouverture qui ouvre bien effectivement sur tous les sujets, certainement que nous allons aborder et illustrer. Merci encore, Pierre-Samuel. Tu as rappelé effectivement ben, le fait que le sport coche un certain nombre, j'ai envie de dire aujourd'hui, de cases sur les objectifs de développement durable, sur la trajectoire en tout cas de ces ODD. Sur la santé, évidemment, avec les maladies maladies, la lutte contre la prévention contre les maladies non transmissibles, diabète, obésité, et même voire certains cancers, hein, puisqu'aujourd'hui on reconnaît le rôle que peut avoir le sport, l'activité physique dans la prévention de beaucoup de maladies qui concernent aujourd'hui de plus en plus le continent africain. L'éducation, tu as parlé de l'inclusion, du développement économique, donc on va aborder tout ça. Donc, on va poursuivre justement avec des solutions qui vont illustrer de manière très concrète hein, la façon dont ces enjeux prennent corps, se concrétisent sur le terrain. Le premier qui va nous faire justement un retour sur ce type d'action aujourd'hui, comment elles sont organisées en faisant place justement la place au digital, c'est Adama. Si Traoré, donc Adama qui est le responsable du pôle digital et innovation de l'ONG Santé en entreprise que j'ai longtemps dirigé et maintenant j'en prends la présidence du conseil d'administration, mais Adama va nous dire en quelques mots ce qui est ce qu'il faut retenir, en tout cas, de cette grande campagne sport-santé qui a été déployée à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations et qui justement, permet aujourd'hui d'envisager des suites tout à fait intéressantes sur quelque chose qui était jusqu'à présent très peu abordé. Donc, Adama, tu as une présentation et tu as, on va dire, 8 9 minutes pour nous la dérouler, s'il te plaît. À toi. D'accord, merci, Eric. Slide. Alors, comme Eric l'a si bien dit, Santé en entreprise et ses partenaires ont lancé du 13 janvier au 11 février dernier la campagne Sport Santé sur la thématique Ensemble bougeons pour la santé des femmes. Et cette campagne s'est déployée plus spécifiquement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais aussi, grâce au digital, plusieurs pays ont pu se connecter à cette campagne-là. Donc, cela a été cerné par plusieurs activités qui ont été mises en œuvre. Et parmi ces activités, nous pouvons retenir le tableau connecté qui présentait des ambassadeurs qui montaient leur engagement envers le sport et la santé. Ensuite, nous avons mis en place un site Internet qui contient des capsules vidéo et des contenus en ligne, la Rome connectée de réalité augmentée qui donnait accès à tous les contenus dédiés à la campagne et l'organisation de webcasts en direct diffusés sur YouTube avec des thématiques en lien avec le sport, l'industrie du sport, la santé, la nutrition, etc. Et aussi, durant cette campagne, nous avons mené des activités sur site où nous avons eu la participation de plus de 500 participants. Et ces activités ont eu lieu plus spécifiquement dans les villages Cannes de l'Agora, Koumassi, et au village Akwaba de la CEDEAO. Et ce qu'il faut retenir comme activité importante, c'est le challenge de pas starter. L'objectif de ce challenge était de promouvoir la marche au quotidien tout en renforçant la prise de conscience sur les inégalités du genre en santé qui sont persistantes partout dans le monde. Donc, le challenge consistait à enrôler des équipes et nous avons pu enrôler 14 équipes
Et le challenge a duré 14 jours où nous avons pu avoir plus de 890 inscrits, dont 650 personnes actives. Donc, il s'agissait d'installer une application qui s'appelle Startel et configurer de sorte à ce que ça puisse comptabiliser le nombre de pas. Donc, là, vous avez la liste des 14 équipes en compétition. Nous avons des équipes de partout dans le monde, notamment la ville de Marseille. On a des entreprises présentes en Côte d'Ivoire, en Guinée, et en France et un peu partout dans le monde. Nous avons aussi eu la participation de la primature de l'UNESCO Paris. Alors, donc, en termes de classement, l'application permettait d'avoir le classement en termes de nombre de pas. Donc, nous avons l'équipe qui est arrivée en première position, qui a fait 15 millions de pas. Et c'est l'équipe de la ville de Marseille, suivie par l'équipe de santé entreprise. Et en troisième position, nous avons l'équipe de la Fondation Orange. Et ce qu'on peut retenir de ce challenge, c'est que collectivement, nous avons parcouru 51 millions de pas, soit environ 40 000 kilomètres, ce qui est l'équivalent d'un tour du monde au niveau de l'équateur. Et c'est vraiment impressionnant. Et aussi, nous avons eu la possibilité d'avoir un classement individuel, parce qu'il y avait la possibilité d'avoir des classements par équipe, mais il y avait la possibilité aussi d'avoir des classements individuels. Et étant donné que dans chaque équipe, nous avons des participants individuels qui sont inscrits. Et en termes de palmarès, nous avons le vainqueur qui est de la Guinée, de l'équipe Fondation Orange Guinée, qui a plus de 433 000 pas, suivi par M. Stéphane Léolier de la Côte d'Ivoire, qui a fait 387 000 pas, plus de 387 000 pas. Et enfin, Isabelle Pasquier, qui est basée à Paris, qui a fait 342 000 pas. Alors, donc, pour la suite, comme le disait Eric, nous avons prévu euh, poursuivre les séances de fitness en Côte d'Ivoire, aussi former des coachs spécialisés en sport santé dans un but de prévention parce que la demande est assez forte, et renouveler la campagne à l'occasion des Jeux olympiques à venir. Slide. Et voilà, pour cette occasion, voilà, c'est du 26 juillet au 11 août 2024. Nous avons prévu à peu près de mettre en place une campagne du même format en mettant en place le tableau connecté avec des ambassadeurs, plusieurs ambassadeurs connectés à travers le monde, la Rome à réalité augmentée connectée, le site web dédié, aussi la possibilité de pouvoir recevoir les capsules vidéo et aussi l'organisation de webcasts. Mais nous revenons encore avec le challenge de pas cette fois-ci pour 10 jours, avec environ, je dirais, entre 4 000 et 5 000 personnes attendues à travers le monde. Donc, c'est un challenge international qui va regrouper presque plusieurs participants de tous les continents pour pouvoir marcher pour le bien-être et la santé. Voilà, je vous remercie. Ok, merci Adama. Donc, je pense que tu nous as rappelé le principe d'utiliser le digital pour justement promouvoir l'activité physique. C'est la première chose qu'on recommande au niveau de l'OMS. Une des premières recommandations pour lutter contre la sédentarité, c'est de marcher au minimum 30 minutes par jour ou 5 kilomètres. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là. On a vu aussi tout l'aspect euh, construction d'une communauté très large de gens connectés de plusieurs endroits, hein, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, depuis la France, depuis l'outre-mer. Enfin, on a eu une participation du coup, intéressante de ce point de vue-là. Et puis, on voit les prolongements qu'il peut y avoir, et surtout que dans ce qu'on appelle ce que tu as appelé les ambassadeurs, ce qui sont des personnalités engagées, on a des chefs d'entreprise au premier rang. Tu as cité Stéphane Ollier, mais il y a eu aussi beaucoup de fondations et d'entreprises. Donc, ça veut dire que là aussi, ça peut être pour les entreprises un moyen de s'engager elles-mêmes, mais aussi d'engager leurs collaborateurs, voire leurs clients dans ce type d'initiative. On va en reparler tout à Tout à l'heure. fait. Avant de peut-être revenir sur quelques questions, je pense qu'il y en aura dans le chat tout à l'heure. On va maintenant passer à Camille Bidot qui va nous présenter. Donc, merci Adama, tu restes en ligne avec nous voilà, pour tout à l'heure s'il y a des questions. On va passer à Camille Bidot, donc, qui est responsable impact et développement chez WinWin Afrique et qui elle, va nous présenter justement le concept, le programme Agora, qui est un dispositif déployé aujourd'hui en Côte d'Ivoire et elle nous dira certainement peut-être les perspectives de déploiement dans d'autres pays en Afrique. Très intéressant, que j'encourage ceux qui ne l'ont pas encore visité à faire. Je vous encourage à aller voir ce lieu qui est implanté dans des quartiers, des quartiers tout à fait populaires de Koumassi à Abidjan et qui remplit plusieurs justement
des enjeux que nous avons couverts tout à l'heure. Donc Camille, même chose, même durée à peu près pour nous faire votre présentation. Et merci encore de nous avoir rejoints ce matin. Bonjour, avec plaisir. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le programme Agora. Je pense que c'est important de vous parler d'abord un peu de Win-Win Afrique, donc qui est la société qui a conçu ce programme et qui a une approche un peu particulière puisque nous, on conçoit les programmes de développement. Ensuite, on accompagne pour trouver les solutions de financement. On intervient aussi au niveau de la construction et à la fin, on trouve les solutions pour que les programmes qu'on met en place soient pérennes, durables. Et du coup, on trouve des solutions de gestion pour opérer ces programmes. Donc, qu'est-ce que ça donne dans le cadre du programme Agora, par exemple? On conçoit un bâtiment, on conçoit euh, la façon dont ça va fonctionner. Ensuite, on travaille avec l'État ivoirien. On trouve une solution de financement, on supervise la construction et à la fin, on met en place une entité qui va gérer ces infrastructures sur place. Donc, le programme Agora a deux pendants, un pendant culturel et un pendant sportif. Aujourd'hui, on va se pencher plutôt sur le pendant sportif. Il faut savoir que ce programme a été lancé en Côte d'Ivoire. Donc, notre pilote est en Côte d'Ivoire, à Koumassi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il a été inauguré en 2019 par le président de la République française et il s'articule autour de trois grands axes. Comme je le disais tout à l'heure, on commence par la construction d'infrastructures. On choisit des lieux particuliers, c'est-à-dire que nous, on s'installe au cœur des quartiers où sont nos bénéficiaires. Contrairement à des grandes infrastructures sportives qui vont être un peu en dehors de la ville et un peu plus difficilement accessibles, nous, l'un des points principaux du programme, c'est l'accessibilité des populations. Ensuite, après ce programme de construction, on passe au focus sur le développement. Donc, on crée un écosystème avec la population locale, avec la société civile. On travaille avec des ONG, des associations, des entreprises pour vraiment faire de l'Agora un lieu de développement, un lieu de vie, un lieu de cohésion sociale. Et puis, la particularité aussi, c'est qu'on met en place un modèle économique innovant qui va nous permettre d'avoir une exploitation autonome et qui va répondre à des préoccupations qui sont très importantes aujourd'hui, qui sont les problèmes de financement dans le maintien des infrastructures et notamment des infrastructures sportives. Donc, ce modèle va nous permettre de dégager assez de bénéfices pour pouvoir réinvestir dans l'infrastructure, payer les salaires des personnes qui travaillent dans les agoras, mais aussi les maintenir en état pour que les populations aient toujours accès à des infrastructures de qualité. Donc ensuite, je vais vous parler un peu de la duplication du programme Agora, puisque, comme je vous l'ai dit, on a eu un projet pilote dans le quartier de Koumassi à Abidjan. Et ce projet pilote étant un succès, aujourd'hui, on est entré en phase de duplication. Donc, on a déjà construit 4 agoras avec le projet pilote, 3 autres dans des quartiers d'Abidjan, qui sont Abobo, Yopougon et Port-Boué. En 2023, le programme Agora, c'était 400 000 visiteurs à l'année. Donc, vous pouvez voir un peu l'ampleur de ce projet et combien de personnes il touche, tout en sachant que là, on est sur une phase de duplication avec 11 nouvelles Agora et qu'on est en train de lancer la construction de 8 autres à l'intérieur du pays. Pour mailler un peu tout le territoire ivoirien, en sachant que nous, notre mandat auprès de l'État et du ministère des Sports, c'est pour arriver à 91 Agora à terme et vraiment mailler l'ensemble du territoire. Donc, pour vous donner une petite idée, fin 2024, début 2025, on sera à 12 Agora et ça représente à peu près 325 emplois directs, donc directement générés par l'exploitation de l'Agora. Et puis, on est sur environ 155 espaces de jeux sportifs. Donc, quand je dis espaces de jeux sportifs, ça va être tous les terrains, les modules de sport. Et ça va permettre aux utilisateurs de pratiquer une trentaine de disciplines.
Donc l'Agora, c'est un bâtiment, c'est des terrains de sport, mais c'est aussi un programme de développement. On travaille sur les objectifs du développement durable en créant des projets à impact social. Euh, Ces projets à impact social, on les crée comment? On les crée de plusieurs façons. On accueille des ONG, des associations qui vont avoir leur siège ou leur bureau à l'Agora, qu'on va encourager à travailler ensemble pour mettre en place des programmes. On accueille aussi des organismes extérieurs qui vont travailler, faire des événements en alignement en fait avec nos objectifs. Donc vous voyez ici qu'on va travailler sur la bonne santé et le bien-être, sur l'éducation, sur l'égalité de genre, sur le développement durable, l'écologie, euh, sur le développement économique et puis sur la diminution des inégalités, pardon. Et cela, on le fait grâce à notre portée et au fait qu'on s'adresse à un public large. Euh, Comme vous voyez ici, nous, on a un objectif particulier, c'est de cibler les populations. On est ouvert à tous, bien sûr, mais on essaie de favoriser les populations qui sont écartées de la pratique sportive en temps normal. Donc, quand on dit étudiants, c'est qu'il y a de nombreuses écoles en fait qui n'ont pas accès à des terrains de sport. Donc, chaque semaine, pardon, à Koumassi, on reçoit 8500 élèves pour leurs cours de PS. On essaie de favoriser le sport féminin en organisant des journées du sport féminin, en faisant des tarifs réduits pour les clubs de femmes. On essaie de faire des événements aussi de fitness, par exemple, dédiés aux seniors, et puis de travailler avec des associations qui font du sport adapté et du handisport pour que voilà, toutes ces populations aient un accès égal au sport. Donc là, je vous propose de faire un focus sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la santé et le bien-être. Pour vous donner une idée, sur l'Agora de Koumassi l'année dernière, vous avez quelques chiffres. Donc, vous voyez que la santé et l'accès au sport, que nous, on compte dans la même catégorie, en fait, dans le même objectif qui est bonne santé et bien-être, c'est quasiment 50% de nos activités à impact social. Donc, c'est vraiment un focus qu'on a dans le programme Agora. Vous pouvez voir ici que les actions de santé, c'est donc directement ciblé santé, c'est 3761 bénéficiaires en 2023. Et les actions qui sont dédiées à l'accès au sport, c'est 18 774 bénéficiaires. Donc, on est à plus de 20 000 bénéficiaires sur un an et on a mis en place ou on a accueilli 49 événements dédiés. Donc, on peut passer sur la page d'après pour qu'on voit quelques photos et que je puisse vous présenter un peu le genre d'événements qu'on fait. Voilà quelques images. Vous voyez on a accueilli des rencontres de handisport avec du handi-basket. Donc ça va faire partie du sport pour tous, de ce qu'on appelle sport pour tous, accès au sport. Et puis sur la gauche, vous voyez une affiche. On va se servir beaucoup des thématiques. Donc, on parle des journées mondiales ou d'Octobre Rose, voilà. Et on va construire des événements autour de ces thématiques. Donc là, par exemple, Octobre Rose, il y avait une activité sportive, mais on proposait aussi de la sensibilisation, des dépistages gratuits. Il y a une autre photo à droite en bas où vous voyez un fitness qui avait été organisé par le ministère des Sports en collaboration avec nous pour Octobre Rose. Ça, c'était l'année précédente, mais ça vous donne une bonne idée de ce qu'on fait à l'Agora. Et puis, on voit aussi une session de sensibilisation qui est en cours. Donc ça, on peut le faire grâce au sport scolaire, puisque c'est 8500 élèves par semaine. C'est euh, une cible de choix pour faire de la sensibilisation, notamment à la santé sexuelle et reproductive. Euh, donc, chaque année, on travaille avec des ONG spécialistes en collaboration avec les écoles qui viennent à l'Agora. Et pendant certaines semaines, 15 minutes au début de leur cours de PS, on sensibilise à ces thématiques. Donc voilà, aujourd'hui le programme Agora est en cours de duplication en Côte d'Ivoire et on a aussi signé des accords avec le Kenya, le Sénégal et on discute avec plusieurs autres pays puisque le modèle a démontré son efficacité en Côte d'Ivoire et que beaucoup de pays veulent le répliquer. Merci beaucoup.
Et merci Camille donc pour ce beau partage. Surtout, voilà, mettre en avant ce programme, un qui montre que c'est possible. Quand on voit au-delà même des impacts et des chiffres que vous avez rappelés, comment ça participe aussi à la création de nouveaux services et surtout de nouveaux emplois, je pense qu'on va en parler, comme pour Adama tout à l'heure qui mentionnait le nouveau métier de sport, enfin de coach sport santé. Je pense que dans vos agoras, certainement que vous contribuez également à développer de nouveaux métiers qui contribuent justement à offrir des emplois, des opportunités d'emploi à des jeunes. Donc ça, cette dimension-là aussi, d'un point de vue économique et social, ça nous intéresse. Donc on va en parler tout à l'heure. Et restez avec nous peut-être enfin certainement pour la suite. On va enchaîner maintenant. Je ne sais pas si elle nous a rejoint, Élie Casabedo, mais on va enchaîner tout de suite avec Mathieu Vallot, justement. Oui, c'est fait, Eric. Je suis Ah, en très ligne bien. avec vous. Merci, merci et au bonjour, Ellie, de nous avoir Bonjour. rejoints. J'avais craint un moment qu'on ait des petits soucis de connexion, donc c'est parfait, tout le monde est là. Donc on va maintenant passer dans le déroulement, on en est donc à Mathieu Vallot qui va nous faire maintenant la présentation de ce que fait l'AFD, l'Agence française de développement en matière de sport et de développement, et peut-être nous resituer toutes ces actions justement dans la trame de ce qu'on a, de tout ce qu'on raconte ce matin, à savoir la place du sport aujourd'hui dans le développement et j'ai envie de dire des priorités qu'accorde l'AFD à ces enjeux. Donc Mathieu, vous avez une petite dizaine de minutes pour nous faire votre présentation. Merci beaucoup, Eric. Merci encore pour l'invitation. Comme l'a dit Pierre Samuel dans son keynote, le sport a été reconnu dans l'agenda 2030 pour accélérer la dynamique du développement durable et pour contribuer aux ODD. On dit qu'il répond directement à 11 des ODD, mais on peut dire qu'indirectement, il répond aux 17. Vous vous rappelez peut-être ce discours du président de la République à Ouagadougou, que le sport était un formidable outil de coopération pour la jeunesse et de développement économique. Et enfin, pourquoi le groupe AFD a fait du sport un axe d'intervention majeur? C'est cet agenda sportif très riche qu'on a en France. On a eu l'année dernière la Coupe du Monde de rugby. Cette année, bien sûr, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et enfin, les Jeux Olympiques de la jeunesse pour la première fois sur le continent africain avec les Jeux de Dakar 2026. Comme vous le savez, année 2024, année olympique. Cette semaine commence aujourd'hui la semaine olympique et paralympique organisée par Paris 2024 en coopération avec le ministre des Sports, le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation. Comme vous le savez, Paris 2024 est aussi un peu le lancement de jeu d'une nouvelle ère dans le cadre de l'agenda 2020 plus 5 du CIO. Le Comité international olympique a bien compris que on ne pouvait plus se permettre d'organiser des Jeux olympiques, 15 jours d'événements sans laisser un héritage positif pour la société. Euh, si bien que le sport est devenu grande cause nationale pour la France, avec notamment le programme Bouger Plus et les 30 minutes de sport obligatoires en école primaire, 30 minutes quotidiennes en école primaire, et peut-être le point d'orgue de juste avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, peut-être vous vous rappelez que le président de la République a annoncé un sommet du sport pour le développement durable. Donc ça, c'est peut-être le premier panorama du sport pour la France. Donc, un peu à l'aune de cette conviction, depuis 2019, l'AFD a une stratégie sport et développement et en 2020 a été créée la plateforme Sport en commun
à l'initiative de l'AFD. Et vraiment, l'idée, c'est de connecter le monde du développement et le monde du sport, qui ne se parlaient pas forcément. Ensuite, dans le cadre, et là, vraiment, c'est tout l'enjeu de mon intervention aujourd'hui, c'est la force de frappe des banques publiques de développement pour mettre plus de sport dans le développement et comment on peut contribuer au développement durable. Donc, comme vous le savez, l'AFD est une banque publique de développement. Elle se place dans l'initiative Finance en commun, aussi à l'initiative de l'AFD. Le premier sommet Finance en commun était en 2020. On est maintenant à la quatrième édition cette année qui aura lieu en octobre en Chine. Mais c'est tout l'enjeu du pouvoir des banques publiques de développement pour contribuer aux ODD. L'AFD a mobilisé un certain nombre de partenariats. Le premier, c'était avec la NBA en 2018, avec la FIFA en 2019, avec Paris 2024, bien sûr, en 2020. Et tout l'enjeu, là, c'est comment l'AFD peut prolonger l'héritage des Jeux de Paris 2024 et dans le temps et dans l'espace. J'y reviendrai. Nous avons aussi signé un partenariat au cours du nouveau sommet Afrique-France en octobre 2020, un accord de partenariat avec les fédérations de handball, volley et basketball, AVOBA, pour un appui technique aux fédérations africaines de ces trois sports. Et enfin, on vient de signer un partenariat avec Rugby Afrique pour la promotion du rugby féminin sur le continent. J'y reviendrai, mais on a un certain nombre de dispositifs de financement avec un certain nombre d'appels à projets. On a aussi un très beau projet d'incubateur avec Paris 2024 qui est pour appuyer des projets à impact social et ou environnemental menés par des athlètes en activité ou en cours de reconversion. Et donc, on a accompagné jusqu'à 74 athlètes. Et là, vous voyez un certain nombre de photos. Arnaud Assoumani, Diandra Tachwang, Serge Bensen, qui sont Sport Impact Leaders de la plateforme Sport en commun. On a fait vraiment du sport un accélérateur d'investissement solidaire. On peut dire depuis 2019 qu'on a engagé 200 millions d'euros avec une année record en 2023 avec 58 millions d'engagements financiers, notamment sur des infrasportifs de proximité et du renforcement de capacité des acteurs sportifs. Là, vous voyez une carte de l'Afrique avec un soutien de plus de 180 projets sport et développement dans 45 pays. Et donc, je vous parlais au début d'appel à projet. Tout a commencé en 2019 avec un appel à projet opéré par la Guilde européenne du RAID. Et nous avons pu financer 122 projets à hauteur d'une enveloppe de 3 millions d'euros. Et il faut souligner que un tiers de ces projets sont des projets sport et santé. Comme je vous disais, donc, on a financé plus d'1 million d'euros autour de 37 projets mêlant activité physique et santé. Et là, bon, c'est peut-être un peu petit, mais peut-être un focus sur le projet de Abigail, la basketteuse au Sénégal, qui s'appelle Terangabi, et qui est, à travers le basket, des séances de sensibilisation sur le problème de dépigmentation de la peau. Vous savez qu'il y a un vrai fléau. Et donc, il y a tout un travail de sensibilisation de jeunes filles, à la fois basket et séances de sensibilisation. Et l'autre projet, c'est un projet sur la prévention de la santé mentale dans les townships de Cape Town en utilisant rugby et sensibilisation. Et peut-être un dernier slide. Non, c'est l'avant-dernier en disant que avec ce beau bilan, l'AFD a pour ambition de passer à l'échelle. Donc, on garde le lien avec la société civile, continuer à soutenir des actions sport et développement sur le terrain. Il y a, comme je vous l'ai dit, l'année 2023 a été une année record, notamment par le financement de petites infras de proximité et notamment avec une attention sur
la gestion et l'animation de ces infrastructures de proximité et aussi le plus inclusif possible. Euh, on parlait d'autonomisation des filles. Euh, Maintenant, on fait des infrastructures avec des vestiaires, des toilettes, de la lumière pour que les filles peuvent se changer parce que là, pour l'instant, elles se changent dans le parking de l'installation sportive. Euh, nos principaux clients sont les États. Donc, il y a tout à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et notamment sur la santé. Et, et enfin, soutenir la professionnalisation du secteur sportif. J'en viens à mon dernier slide et je prends une dernière minute. Très vite sur ce dernier slide, comme le disait Pierre Sinuel au début, vous connaissez peut-être ce rapport de l'OMS de l'année dernière qui est vraiment édifiant. On parle de 30 milliards de dollars par an, le coût des maladies non transmissibles évitables. Donc on parle de sédentarité, d'obésité, de diabète et c'est un vrai coût pour la société. Euh, donc le sport est un formidable vecteur pour combattre ce fléau. Et enfin, comme vous le savez, l'AFD, c'est les impôts, c'est nos impôts, c'est les impôts du contribuable. Le sport, on doit montrer que ça a un retour sur investissement. Euh, et donc, il y a ce formidable rapport technique qui balaye un certain nombre d'indicateurs pour prouver l'impact du sport sur la contribution aux ODD. Et je vous invite à lire ce rapport technique. Et nous, l'AFD, on veut montrer qu'il y a de l'impact pour justement inciter d'autres banques publiques de développement à investir dans le sport. Merci Eric. Eh ben, merci Mathieu. Là, on a vraiment ce qu'on aime, on aime retrouver à la l'AFD, c'est-à-dire à la fois une position un peu d'avant-garde sur ces sujets qui sont des sujets évidemment éminemment importants pour le développement d'une manière générale. Et quand on parle de l'Afrique, sur le continent, vous nous montrez vraiment de manière très concrète le rôle que peut jouer une banque comme l'AFD. Je pense qu'il serait intéressant tout à l'heure qu'on regarde comment est-ce que vous travaillez avec le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises, leurs fondations aussi, pour peut-être faire levier, pour aller un petit peu plus loin et créer encore plus d'impact. Parce que tout ce que je vous avais dit sur la santé euh, est tout à fait vrai. D'ailleurs, avec l'OMS qui était partie prenante de la campagne dont a parlé Adama tout à l'heure, ils nous ont aussi rappelé qu'au-delà du coût estimé des maladies non transmissibles et liées à la sédentarité, il y avait le fait qu'on avait près d'une personne sur trois qui ne pratiquait pas une activité physique au niveau recommandé, notamment en Afrique, et qui avait un vrai besoin et là un vrai potentiel pour développer des activités autour de cette thématique. Et bien évidemment, il y a tout un ensemble d'éléments, mais vous avez aussi mentionné l'autonomisation des jeunes filles parmi les projets que vous avez présentés, évoqués. C'est justement le sujet sur lequel j'aimerais maintenant, donc moi je me tournerai vers Elie Casabedo, que j'ai présenté tout à l'heure en introduction de la Fédération ivoirienne de football, pour qu'elle nous partage son expérience sur la façon dont la Fédération ivoirienne de football travaille ces sujets, elle qui a mis en place et anime une commission du football féminin sur ces sujets. Et on sait que parmi les déterminants de la santé, il y a bien évidemment pas seulement la situation sanitaire des gens, il y a leur situation sociale, il y a aussi leur situation économique et le fait qu'ils aient accès à un ensemble de services comme voilà, l'éducation, l'accompagnement, etc. Donc, Elina Casabedo, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, nous présenter d'ailleurs ton travail au sein de la fédération, nous dire en quoi consiste le travail de la commission et ce qui est fait aujourd'hui, surtout à la suite de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, que je rappelle hein, que la Côte d'Ivoire a gagné. Mathieu parlait d'héritage, donc cette question de comment aussi on capitalise
sur les résultats d'un événement comme celui-là. Voilà, on te donne la parole. Tu as carte, comme on dit, tu es la carte blanche de notre webinaire ce matin. Tu as carte blanche pour nous parler de ces sujets et nous faire un retour de la façon dont vous les portez et vous les concrétisez au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Bonjour tout le monde et merci Eric de me donner la parole. Moi, c'est Elika Sevedo, comme l'a dit Eric, membre de la Fédération ivoirienne de foot et vice-président de la commission football féminin. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, je parlerai d'abord de motivation des filles, hein, parce que, bon, pour venir à une discipline ou, je dirais en gros, un métier, il faut peut-être savoir ce qui motive, ce qui emmène cette personne à, à le faire. C'est d'abord sur le plan individuel. Moi, j'allais dire déjà l'analyse sur le plan individuel, sur le plan social et sur le plan économique. Bon, sur le plan individuel, vous savez, la pratique du football féminin, c'est d'abord un rêve pour toute jeune fille. On dira un garçon, c'est normal, limite c'est normal, c'est des clichés qu'on a, c'est vrai. Mais aujourd'hui, la pratique du football féminin pour les filles, c'est une rêve, une passion. Et je dirais dans un milieu quand même socio-culturel qui a toujours un regard un peu négatif ou pas très positif par rapport, mais pas négatif par rapport à la pratique même du football par la jeune fille en général. Euh, donc, je dirais dans cet environnement que la fille passionnée va vouloir pratiquer le football féminin. Maintenant, sur le plan social, ce qu'il faut retenir, c'est que, je veux dire, la pratique du football féminin, déjà, c'est une activité saine pour, pour cette jeune fille, pour son épanouissement, et c'est un moyen d'insertion sociale aussi à terme. Et sur le plan économique, évidemment, euh, la pratique du football féminin, quand vous appartenez à des clubs, je dirais, professionnels, bon, ça permet aux joueuses de vivre de leur passion. Donc, pas plus qu'elles deviennent des salariés. Donc, vous allez voir qu'au début, il y a le rêve de pratiquer ce sport et à la fin, il y a le rêve aussi d'en faire un métier et d'appartenir à des clubs internationaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que je dirais le bilan, c'est que là, on a plus de 50 joueuses ivoiriennes à l'international. Donc, alors, la mission de la commission football féminin, c'est promouvoir et développer le football féminin. Et d'ailleurs, par rapport à ça, la FIFA a jugé utile de confier ces missions à des anciennes joueuses, la présidente de la commission est une présidente de club masculin. Mais avec elle, à ses côtés, nous travaillons justement à éclore ce football féminin. Le rôle de la FIFA par rapport à la pratique du football féminin, au développement et à la promotion, c'est d'abord il faut savoir que le football féminin est amateur en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas une ligue professionnelle. Donc, moins de moyens, moins de visibilité, je dirais, en guillemets, moins d'intérêt dans l'univers footballistique. Mais aujourd'hui, les choses évoluent. Par exemple, en termes de subventions, on était à 2,5 millions par le passé, et depuis l'avènement du président Idriss Yassine Diallo, la subvention est passée de 2,5 millions à 10 millions. Donc, 4 fois la subvention. Et là, on parle en euros, en dollars ou en francs Ah, CFA? pardon, excusez-moi, moi je suis pas en CFA. Donc, D'accord. alors, en euros, ça va faire, en gros, je vous dis, en gros, ça va faire, alors, on va dire 15 400 euros. Oui, à peu près 15 000 euros ouais, de 15 subvention. 000 euros. On va dire 15 000, voilà, euros, alors qu'on était si on divise ça par 4, on était à 4 000 euros. Donc, je dirais, une augmentation conséquente. Et cette augmentation, en fait, c'est pour aider les clubs à travailler, à performer euh, les joueuses dans pour les matchs ou les compétitions internationales. Et il faut dire aussi que la fédération euh, fait des formations et des encadrements par rapport même au club. Par exemple, quand vous avez des matchs, la DTN va assister au match,
regarde les failles, les points faibles et aussi fait de la détection. La DTN qui est Donc, la direction la technique direction nationale, technique, pardon, la direction technique nationale. qui est chargée de Et, recruter et de détecter les talents et de recruter les jeunes filles qui ont du potentiel. et de former aussi. Donc, elle assiste à ces matchs-là qui lui permet justement de détecter les pépites pour la sélection nationale et former les joueuses des différents clubs si elle constate qu'il y a des imperfections, des choses à reprendre. Donc, son rôle, c'est de veiller justement, elle a un rôle de veille sur la performance des clubs de football féminin. Et vous avez aussi, par exemple, elle fait de la détection aussi. Là, en ce moment, on est dans une période de séance de détection qui court depuis le mois de mars et qui va se terminer en juin. Alors, l'objectif essentiel est de faire de la détection pour les U15, parce qu'on a on a des compétitions qui arrivent, filles et des jeunes filles et des jeunes garçons. Et là, ça va s'étendre sur plusieurs mois. Et je peux vous dire qu'il y a des pépites, il y a vraiment de la matière. Moi, j'ai Voilà, assisté à ces les U15, séances. c'est quelle tranche d'âge? C'est les 15, Oh, 10, c'est 14-15 ans. 14, 15, quatorze d'accord. quinze ans. Et ça, c'est pour les préparer à des... parce que, bon, vous savez, en métier de foot, c'est beaucoup de relève. Hein. Elles vont compétir pour à l'UFOA, elles vont compétir à des tournois jeunes. Là, les U17, par exemple, des hommes ont compéti il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire a remporté ces U17. Mais je veux dire, c'est pour préparer cette relève, non seulement pour participer aux compétitions à venir, mais en même temps pour préparer la relève de la sélection nationale. Bon, elles Alors, ont du Elina, temps, mais... il va nous rester une petite minute Ah, parce que pardon, bah, c'est c'est vrai que, passionnant, là. bon, je C'est suis dans... passionnant, on Voilà. pourrait discuter encore pendant des Et heures, mais comme on a voilà, et, d'autres intervenants et surtout une question de session-réponse qui doit suivre, si d'accord. Donc j'ai combien de tu minutes? Deux pourras minutes, contribuer trois tout à minutes? l'heure. Oui, prends D'accord. une petite minute et puis on aura Une un tour petite de minute. questions Voilà. Et on fait on de va la revenir sur certains formation, points après. Oui. on fait de la formation aussi pour les fins de carrière. Mhm. D'accord? Et à présent, nous, on a les championnats qui sont lancés. Donc, la FIF organise les championnats. La FIF assure la formation et l'encadrement. La FIF s'assure que met à disposition des ressources financières pour aider les clubs. Et la FIF organise les regroupements internes comme externes. Internes pour permettre aux joueuses d'être toujours pour le maintien des joueuses et puis externes quand il y a des compétitions internationales à venir. Voilà. Non, mais Donc, c'est très simple. En fait, j'aurais une question que je te réserve pour tout à l'heure. C'est aussi comment est-ce que la Coupe d'Afrique, la CAN, a contribué peut-être à donner encore plus de visibilité et savoir si vous enregistrez aujourd'hui un afflux de jeunes filles, d'entreprises, de fondations qui veulent travailler avec vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire sur ces sujets d'inclusion des jeunes filles à travers le football. Peut-être je pose la question le temps que tu voilà, que tu y réfléchisses et qu'on revienne tout à l'heure dessus. Mais c'est tout à fait remarquable d'avoir ce témoignage aujourd'hui. Je me souviens, il y a encore 4-5 ans, on parlait très peu de football féminin d'une manière générale. En tout cas, moi qui suis un passionné de football, comme beaucoup, je trouve qu'on n'en parlait pas assez et on commence à en parler. Et encore plus sur le continent, comme tu l'as rappelé, pour des questions voilà, de socio-culturelles qui font que c'est un sport qui reste quand même très masculin. Et donc avoir une commission aujourd'hui au niveau de la FIF, de la Fédération ivoirienne de football, qui porte ces sujets, je trouve ça tout à fait remarquable. Donc merci Elie. Reste avec nous. On va passer maintenant à Bruno Lalande. Hein. Donc Bruno, si j'ai envie de dire, on ne le présente plus quand même, il est connu très pour son engagement dans ce domaine. Donc Bruno, tu vas nous, peut-être avant de nous parler de sujets sur lesquels on veut revenir avec toi, sur notamment l'économie du sport, la participation des femmes, le potentiel qu'il y a pour développer le sport santé, parler un petit peu de francophonie sportive. Si tu peux nous présenter en quelques mots le magazine que tu as lancé hein, sur Sport Business, sur Sport Afrique, pour Sport Africa, sur ce sujet du sport féminin. Voilà, avant que tu n'abordes ta présentation. Bonjour à toutes et à tous. Hein. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin, avec le sien en particulier et puis avec euh, nos auditeurs. Alors là,
La une de notre magazine sponsoring.fr sur le slide suivant qu'on vient de sortir et répond à la question du marché du sport business en Afrique qui explose. On vient de publier un dossier spécial qui s'appuie sur une étude récente publiée par l'ASCI qui fait le point en fait sur la forte croissance de l'économie du sport en Afrique à travers quelques chiffres qui sont en fait sans appel. La contribution de l'industrie du sport au PIB de l'Afrique, elle était que de 0,5% en 2020. Cependant, l'industrie du sport en Afrique, elle connaît une croissance dynamique grâce évidemment à un marché intérieur qui est gigantesque. C'est 1,4 milliard de personnes avec un âge moyen qui est de 19 ans et puis une passion, on l'a évoqué à plusieurs reprises, qui se dément pas. La jeunesse du monde, elle est en Afrique et l'industrie du sport business le sait parfaitement. Donc oui, j'ai envie de dire, il est plus que pertinent. J'y reviendrai en conclusion que jamais d'investir dans le sport business en Afrique. Depuis l'an 2000, l'industrie du sport business mondial croît à un taux annuel de 5% et ça représente actuellement environ 3% du PIB mondial. Donc l'Afrique est en retard, 0,5%, je l'évoquais tout à l'heure. Mais l'Afrique, c'est l'un des continents en fait qui va plus que tripler son taux de croissance annuel dans l'univers du sport business au cours des 3 à 5 prochaines années. Donc, une partie de cette croissance, elle provient des investissements qui sont réalisés par soit des individus ou des entités euh, au sein du continent. Euh, L'Afrique, elle émerge comme un marché d'avenir pour les organisations sportives, pour les investisseurs. Euh, Par exemple, le groupe Mansour en Égypte, qui a acquis les droits de Right to Dream. C'est un écosystème mondial composé d'académies de football, de clubs professionnels et de partenariats avec des collèges et des universités. Ils ont investi grosso modo 120 millions de dollars. On a parlé de la NBA Africa qui aujourd'hui est évaluée à 1 milliard de dollars. La CAF a investi c'est la FIFA du football africain a investi à peu près 100 millions de dollars pour créer la Ligue africaine de football. Elle a mis en place aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit juste auparavant, un plan stratégique euh, impulsé par la FIFA sur le sport féminin en Afrique. On pourrait aussi parler du Sénégal qui a investi plus de 250 millions de dollars sur les stades et les projets immobiliers sportifs, tout comme leur mandat d'ailleurs qui a investi aussi à peu près 100 millions de dollars autour de l'Arena de Kigali. Alors, je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif d'exemples. Vous les retrouverez dans notre magazine, d'ailleurs, qui est à disposition dans le webinaire. On aurait pu aussi parler de Decathlon, qui a une croissance à 2 chiffres en Afrique depuis les 10 dernières années. Ou, comme l'a souligné à juste titre Mathieu tout à l'heure, il y a les premiers Jeux olympiques sur sol africain de la jeunesse qui auront lieu en 2026. Alors, la croissance du sport en Afrique, elle va suivre la croissance des courbes démographiques que vous avez tous en tête. On pourrait reprendre à dessein, pour l'illustrer, la croissance des fans de sport francophones dans le monde. Ils sont aujourd'hui, grosso modo, 160 millions. Demain, ils seront à peu près 350 millions. Euh, il faut se rendre compte de chiffres et ce sera une croissance qui sera essentiellement portée par la croissance démographique en Afrique. Et le sport et son économie, c'est désormais un sujet qui est très, très sérieux. Et c'est un levier de développement multifacette en Afrique. On en a évoqué un certain nombre aujourd'hui. Le sport business, le sport éducation, le sport pratique, le sport qui génère de l'emploi et bien sûr le sport santé. Mécaniquement, avec cette démographie, euh, eh bien, la croissance et la pratique du sport, en fait, elle va s'accélérer. Alors, pour bâtir une industrie j'ai envie de dire, du sport santé inclusive et durable en Afrique, en fait, c'est maintenant. Euh, on évoque souvent dans notre média Women Sport Africa, qu'on diffuse dans 54 pays d'Afrique aujourd'hui et en Europe occidentale également. On aborde cette thématique de la santé par et avec le sport. C'est une thématique qui est, je crois, totalement prioritaire, qui a des vertus
immédiate, qui a des vertus, on en a parlé aussi, des vertus préventives, hein, notamment sur une population qui est jeune. Et la santé, c'est vraiment une thématique verticale qui est majeure. Euh, et les femmes, en particulier, euh, qui sont la richesse de l'Afrique, elles tiennent l'économie informelle aujourd'hui, elles tiennent aussi la famille, euh, et il faut donc démultiplier les initiatives, et vous pouvez bien compter sur Women Sport Africa pour tenir notre rôle, c'est-à-dire de théâtraliser euh, des rôles modèles qu'on a évoqués tout à l'heure et faire ce que j'appelle souvent la martothérapie, c'est-à-dire répéter, 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 euh, pour que ça soit ancré. Alors, pour les populations en général, bien sûr, mais aussi pour les pouvoirs publics, hein, qu'il s'agisse des ministères des sports. On aura la chance d'en avoir à peu près 120 pendant les Jeux Olympiques à Paris, mais aussi pour les ministères de l'Éducation ou de la Santé. Et puis, n'oublions pas aussi les besoins d'infrastructures sportives. Alors, l'exemple, moi je suis un grand fan de ce qu'évoquait Camille tout à l'heure, de win-win. Il faut aller le vivre. J'ai été le vivre à Cromatie. C'est vraiment exemplaire et j'ai hâte que ça se démultiplie. Et s'agissant des infrastructures sportives, euh, n'oublions pas que nous avons en France un savoir-faire parfois en avance de phase sur ce registre du développement en Afrique. Je vais vous donner un exemple à dessein. Peu le savent, euh, 50% des terrains des pelouses de la CAN en janvier ont été fabriqués par une entreprise française qui est à Toulouse. Euh, donc, l'économie, elle peut jouer un rôle euh, plutôt chouette en avance de phase. La pratique du sport, pour terminer, euh, et de l'activité physique en particulier, euh, ça apporte de nombreux bénéfices au niveau individuel, en termes de santé, on a parlé, en termes de développement, d'une forme de résilience et de confiance en soi, et puis également aussi au niveau euh, sociétal, euh, et en termes de cohésion sociale et de développement de l'économie. Donc, oui, le sport est bien un levier de développement durable pour l'Afrique et c'est une opportunité du moment, mon cher Eric. Merci Bruno. Et c'est surtout en fait ce que j'aime beaucoup dans ce que tu nous as livré ce matin comme analyse, c'est que on voit bien que c'est pas une vue de l'esprit tout ça. C'est-à-dire on pourrait dire, on pourrait se faire plaisir sur des sujets comme ça parce que c'est un sujet porteur. Mais ce que tu montres à travers les chiffres, tu rappelles la forte croissance qui est attendue en tout cas de cette industrie, notamment sur le euh, continent africain qui a une population jeune. Et on pourrait peut-être voir ça de manière plus large encore dans l'espace francophone. Tu as montré que, par exemple, tu nous as rappelé qu'une entreprise comme Decathlon avait une croissance à deux chiffres. Et donc, il y a matière de. Il ne faut pas qu'on ait honte de ça, il n'y a pas de. C'est bien au contraire, c'est-à-dire qu'il y a de véritables. Un nouveau business, de nouveaux services et surtout de nouveaux emplois, de nouveaux qu'on peut créer aujourd'hui et qu'on est encore loin d'avoir utilisé tout le potentiel qui existe. Donc, on va maintenant consacrer un peu de notre temps à discuter justement de ces sujets, peut-être en prenant quelques questions du chat s'il y en a. Est-ce que déjà on a dans le chat des personnes qui souhaitent poser des questions par rapport aux différentes donc, présentations qui ont été faites ce matin? S'il y en a. Virgile, je ne vois pas moi notamment cet espace, mais est-ce qu'on en a? Non, nous n'en avons pas, non. Voilà, donc je vais me tourner vers peut-être Pierre Samuel s'il en a une, avant peut-être moi de relancer sur deux ou trois. Pierre Samuel, si tu as une question que tu souhaites adresser à l'un ou à deux ou à trois, voilà, ou à tous de nos panélistes. Alors, j'ai une question à laquelle l'AFD a déjà répondu, puisqu'en fait, elle porte sur la question des indicateurs en matière de mesure d'impact, parce qu'en fait, il s'agit aussi beaucoup dans ces stratégies intentionnelles et additionnelles de pouvoir communiquer sur de la mesure. C'est ce qui est devenu essentiel pour éviter le greenwashing de manière générale, et puis d'une manière générale aussi, c'est pour permettre de piloter
l'impact recherché au regard de la stratégie développée. Et j'avais envie de poser la question à la fois à Camille et à Elina, quels sont vos principaux indicateurs de mesure d'impact au regard de la stratégie que vous vous donnez et quels sont ces éléments qui permettent justement de bien faire valoir l'impact positif que vous appeliez. Alors, peut-être Camille, pour commencer, le temps que Elina... D'accord. Alors nous, déjà, on fonctionne en écosystème, donc la mesure d'impact, plusieurs fois, ça va être fait directement par les acteurs qui font leur programme à l'Agora. Je vais donner un exemple. Par exemple, on travaille avec Tackle qui fait des sessions de formation par le sport et le jeu sportif pour des coachs pour sensibiliser aux maladies sexuellement transmissibles et notamment le VIH-Sida. Donc dans ce cas-là, en fait, ce sont les ONG ou les différents acteurs qui travaillent chez nous ou avec nous qui en fait nous fournissent leur rapport et on mesure l'impact de ces actions comme ça. Pour les actions que nous faisons en propre, on compte la participation principalement. Euh, pour l'accès au sport, on compte par exemple le nombre d'élèves, le nombre de participants, le nombre de clubs, et ça, ce sont nos indicateurs. Mais je vous rejoins sur ce sujet. C'est des discussions qu'on a en interne pour améliorer notre collecte de données et notre mesure d'impact, et qui est pour l'instant très quantitative et qu'on voudrait rendre plus qualitative. Il y a donc un Merci. besoin de consolider ces indicateurs, Exactement. voilà, une vue un peu plus globale une mesure plus globale de votre mesure d'impact. Alors, Elina, si tu souhaites répondre donc à cette première question de Pierre Samuel sur la mesure d'impact. Merci Eric. En fait, l'impact effectivement est quantitatif, hein. Nous, on voit par exemple avec l'engouement et l'intérêt général, je dirais, au football féminin. On voit, par exemple, à la D2, on était à 20 clubs, aujourd'hui on a 37 clubs. On voit aussi au niveau des licenciés, il y a un nombre, je dirais, en augmentation des licenciés pour les clubs et puis les séances de détection où après le communiqué, après qu'on ait passé l'information pour les séances de détection, la direction, le centre technique à Bungerville a reçu plus de 1500 enfants. Donc, c'est dire que on voit véritablement sur le terrain que il y a un vrai engouement. OK. Alors, moi, j'aimerais poser à l'AFD la question justement à Mathieu, puisque Mathieu nous a parlé ce matin de différents appels à projets et cadres comment dire, d'opportunités, en tout cas, peut-être de collaboration avec l'AFD. Comment est-ce que ça se présente de manière concrète aujourd'hui dans vos appels à projets ou même au niveau des pays? Comment est-ce que l'AFD travaille avec les entreprises et les fondations peut-être à pérenniser ou à appuyer ou à faire appel à eux pour qu'ils participent au déploiement de ce type de projet? Parce qu'on sait qu'il y a bien sûr les ONG, mais que les entreprises, c'est un canal extrêmement puissant pour faire de la communication, si on pense à des groupes de téléphonie mobile, si on pense à des équipementiers, si on pense à des banques et assurances qui ont des bases de clients très, très importantes. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui, l'AFD, avec les entreprises sur ces sujets? Et quelles opportunités j'ai envie de dire, de partenariat vous proposez aux entreprises? Merci Eric pour cette question. Peut-être d'abord sur les appels à projets qu'on a menés, soutenir la société civile. Dans le jury, il y a toujours eu des fondations, comme je vais nommer la Fondation de France, la Fondation Société Générale, qui étaient membres du jury et qui, eux-mêmes, ont mené des appels à projets. Euh, comme l'a dit Bruno, il faut vraiment reconnaître l'expertise française dans l'organisation des grands événements sportifs, que ce soit France 98 ou la première
Coupe du monde de rugby ou la dernière en 2019, l'année dernière en 2023, il y a vraiment un savoir-faire. Et comme le disait, j'aime beaucoup notre ancienne ambassadrice du sport, elle disait toujours faire savoir le savoir-faire français. Et il y a un vrai, et l'AFD collabore beaucoup, par exemple avec le GIE France Sport Expertise. On peut nommer, on va pas tous nommer tous les membres, mais il y a JL Events qui est vraiment à la pointe sur tout ce qui est installation modulaire. Il y a les discussions du RIGES organisées par Business France. Euh, et on retrouve tous des acteurs, que ce soit à la Global Sport Week ou au Sport Impact Summit qui s'est tenu l'année dernière à Dakar. Euh, il y a aussi le travail de Cédric Roussel, délégué interministériel sur la nouvelle feuille de route de la filière sport. Donc ça, c'est un certain nombre d'opportunités pour, je pense, pour du partenariat public-privé sur le continent africain. Moi, peut-être, je finis juste sur une dernière initiative de l'AFD. On vient de lancer une étude de faisabilité pour un projet pilote, pour mettre en œuvre un projet pilote utilisant les contrats impact social. Les contrats impact social, en gros, c'est un investissement privé sur la table pour résoudre un projet sociétal utilisant le sport. C'est mis en œuvre par une ONG et par la suite, il y a une évaluation externe et, euh, et si les impacts sont atteints, la puissance publique, que ce soit un gouvernement ou une banque publique de développement, rembourse le partenaire privé et même avec un petit intérêt si les impacts ont été atteints. Donc ça, c'est vraiment un outil très intéressant. On mène l'étude de faisabilité. On est sur le continent africain, on est sur 10 pays. On va faire un focus sur 2 pays, mais on vous tiendra informé. Je pense que c'est une très très belle initiative, innovante et qui joint public et privé. Je trouve qu'il y aurait de très beaux projets à monter sur cet axe-là, avec notamment toutes les entreprises qui fournissent dans le sport santé tous les services qu'on a vus de coaching, de nutrition, de services de prévention, mais aussi, il ne faut pas oublier les startups ou les entreprises innovantes. On a fait, par exemple, une étude, enfin une analyse pour regarder combien il y avait de startups ou d'entreprises innovantes qui travaillaient sur la thématique sport-santé. En Afrique, aujourd'hui, combien il y en a d'après vous en Afrique francophone? Zéro. Or, c'est un levier énorme de développement aujourd'hui, puisqu'on a des startups françaises qui interviennent, qui se développent en Afrique. On n'en a trouvé aucune pendant la CAN, puisqu'on a consacré tout un travail là-dessus. On a même fait un appel à. On en a trouvé pratiquement, en tout cas, certaines avaient des prototypes, mais qui ont du mal à déployer, à développer ces prototypes, souvent par manque de financement. Donc là, je pense qu'il y a un vrai chantier, enfin un vrai sujet sur comment est-ce qu'on peut utiliser cette expertise, et vous l'avez rappelé, française, francophone sur ce sujet, pour qu'on puisse accompagner le développement de ces entreprises qui sont à la fois créatrices de richesses et d'emplois. Donc, merci Mathieu. Je vais maintenant me tourner vers Bruno, pour le sujet justement que tu évoquais, Bruno, comment dire, comment faire, tu l'as évoqué, mais comment on peut mieux faire participer les entreprises aux différentes initiatives? Parce on a parlé de la CAN, on va parler bientôt on va être dans le temps des JO. Mathieu parlait d'héritage, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, effectivement, on passe d'un grand événement à un autre et que derrière, on n'arrive pas à transformer tout le potentiel de ces grands événements ensuite localement. Et comment est-ce que tu vois toi aujourd'hui les opportunités, notamment dans le cadre des JO, qu'on peut avoir pour engager les entreprises sur ce sujet un peu plus, et puis les emmener véritablement à contribuer, à participer au développement de cette nouvelle industrie du sport santé. En tout cas pour celles qui nous intéressent aujourd'hui, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, la question, elle est large. Moi, je vais prendre un exemple concret, hein, je suis un garçon concret.
J'ai eu la chance enfin, j'ai la chance, pardon, de piloter un atelier interministériel depuis fin juin 2022 sous l'impulsion du délégué à la francophonie Daniel Zielinski. C'est un atelier qui s'appelle Entreprise du sport et francophonie, réseau, influence et langue française. Donc, on a créé en novembre 2023 une tête de réseau avec 60 membres fondateurs, réseau qui se développe très très vite, hein, entreprise, réseau francophone, très très vite, puisqu'aujourd'hui on a 140 membres dans 25 pays, beaucoup de pays évidemment africains, et l'objectif c'est de connecter les entreprises sur, je l'évoquais tout à l'heure, des problématiques de besoin d'infrastructures sportives. Je reprends un exemple à dessein. J'étais à Alger il y a une quinzaine de jours. C'était un grand forum avec les 54 présidents de comités olympiques africains sous l'impulsion de l'ACNOA sur un sujet climat-environnement. J'ai eu le plaisir d'avoir, à un moment donné, une entreprise encore française, lyonnaise, qui monte sur scène et qui présente à toute l'Assemblée un gymnase autonome en solaire, en matériaux. Donc, voilà typiquement ce qu'on doit faire. On doit être sur le terrain. D'ailleurs, Étienne Giraud l'a souligné dans un papier aux Échos la semaine dernière. Euh, on est là et il faut être sur le terrain ensemble avec des cas concrets pour connecter avec l'excellence française. Mathieu évoquait un point qui est très important dans notre atelier interministériel. On travaille aussi sur la compétence des GESI francophones. On a des talents incroyables. Les talents, il faut les fédérer, ce qu'on est en train de faire dans notre atelier, et puis les proposer à tous les GESI qui vont avoir lieu dans les années qui vont venir. En Arménie, pour les Jeux de la francophonie, euh, sur les JOJ pour 2016, et il y a plein d'autres événements. Donc, je pense qu'il faut être concret, je pense qu'il faut être fier de nos compétences francophones, euh, respectueux de l'Afrique et aller sur le terrain, parce que certes, il y a des Chinois, il y a des Turcs, il y a des Indiens et autres, mais on n'a pas à rougir de notre compétence et de nos talents français et francophones, mais il faut y aller maintenant, en fait. Et j'ajouterais que sur la santé, il y a aussi une excellente Oui, bien expertise sûr. francophone et française en particulier. Donc, on peut, comme on dit en bon français, connecting the dots, enfin, relier les points sur ces différents éléments. En tout cas, on pourrait encore discuter pendant des heures, mais le temps file. On arrive bientôt à pratiquement à la fin de notre webinaire. Il y a un dernier sujet sur lequel juste j'aimerais entendre au moins chacun rapidement, c'est celui de la création de nouveaux métiers sur ces sujets. On a donc évoqué avec Camille rapidement effleuré. Camille, quels sont les nouveaux métiers que vous contribuez à créer rapidement avec votre projet Agora? Et puis on va demander à Adama aussi de nous dire comment il voit, lui, la suite de ces challenges aussi. Je sais qu'il fait appel à de nouveaux métiers, hein, où on a besoin aussi de formation. Allez-y, tous les deux. Oui, je me permets de commencer. Donc, à l'Agora, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on vise d'ici la fin 2024 la création, enfin, le fait d'avoir 325 salariés pour faire fonctionner ces 12 Agora. Euh, Justement, en Côte d'Ivoire, et je pense dans pas mal d'autres pays, il y a des lacunes au niveau des formations au métier du sport. Nous, c'est ce qu'on a constaté, puisqu'on est en plus une infrastructure particulière, on est un complexe sportif de proximité. Donc, c'est pas la gestion d'un grand stade pour une compétition internationale, c'est de la gestion quotidienne, c'est de la gestion de proximité. Donc, on a le métier du directeur d'exploitation, en fait, qui va être le gestionnaire de l'infrastructure sportive de proximité et qui va devoir toucher un peu à tout. Ça c'est, on va dire, le poste de directeur, mais tous les métiers doivent se spécialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a lancé, par exemple, un programme de formation avec la GIZ pour former 100 jeunes des quartiers dans lesquels on travaille au métier de la sécurité et de l'entretien paysagiste, mais spécialisé pour les complexes sportifs de proximité, parce que un agent de sécurité pour un distributeur à la banque et un agent de sécurité pour une agora, c'est pas du tout le même métier et les gens doivent être formés pour ça. Et puis, on a des métiers qui sont un peu innovants, que nous, on appelle les métiers de la programmation.
puisque justement on est dans cette approche d'écosystème, d'apporter le sport et la culture et l'impact social aux populations. On a des postes qui s'appellent chargés de programmation sportive, chargés d'impact social et de programmation culturelle, où en fait ce sont des personnes qui vont être un peu les coordinateurs et le lien entre l'Agora et les ONG, qui vont faire des réunions régulières avec les ONG pour les aider à collaborer, à créer des programmes ensemble, à avoir de l'impact, à mettre en lien avec les écoles, avec le public qui vient dans les agoras. Et puis, on a le programmateur sportif qui, lui, va créer des compétitions, créer de l'événement sportif, créer des cours collectifs, créer des opportunités pour, par exemple, des marques de sponsoriser des cours de sport pendant les vacances pour que les jeunes de la commune qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder aux cours de sport puissent avoir accès à des cours gratuits. Donc voilà, il y a tous ces métiers en fait qui sont en train d'émerger dans le cadre de ces complexes sportifs de proximité. Et le besoin de formation est tellement important que nous-mêmes, on a créé un cabinet de formation qui s'appelle Agora Formation pour avoir toutes ces compétences et pour former les gens à toutes ces compétences, puisqu'on a un besoin énorme de main-d'œuvre avec notre duplication. Donc, on en a là une belle illustration. Donc, Adama, toi, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus que 5 petites minutes, Très rapidement, merci. voilà, sur Moi, le je nom. vais aller beaucoup plus vers un nouveau concept qui pourrait apparaître au niveau des entreprises. Parce qu'avec ce challenge de pas connecté, il y aura la possibilité d'intégrer le sport, santé, le bien-être en entreprise. Cela permettra en fait de pouvoir organiser par exemple des team building qui permettront de lutter contre la sédentarité, de lutter contre le stress, et cela pour le bien-être des employés et pour pouvoir aussi augmenter la productivité. Donc, je vois un peu beaucoup plus la présence du sport, du bien-être au niveau de l'entreprise comme nouveau concept à venir. Et pour ça, on a besoin de coachs sport santé. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de... Cette filière n'existe pas. Elle n'est pas structurée en Afrique. Et avec tout ce que Mathieu rappelait, Pierre Samuel, sur ces enjeux-là par rapport à une industrie du sport santé, pour nous, ça fait partie de ces services qu'il faut intégrer. Mais ça suppose évidemment de créer des intervenants, des professionnels, de professionnaliser ces métiers-là avec de la formation, bien sûr. Et là aussi, je rappelle qu'il y a une expertise française, francophone, dans ces métiers du sport santé et des coachs sport santé, parce que qui dit qu'on est, enfin, quand on est coach, on n'est pas forcément qualifié ou compétent pour faire du sport santé. Donc, c'est un vrai nouveau métier qui s'ouvre aussi. Donc, merci à tous. On arrive à la fin. Avant de vous passer la parole à chacun pour le mot de fin, je voudrais rappeler quand même quelques dates clés donc, à retenir. Le 23 avril, on aura le forum Investir en Afrique du CIAN au Novotel Centre Eiffel à Paris. Venez, si vous n'êtes pas encore inscrit, en tout cas pour ceux qui sont euh, ici en France, pour ce bel événement annuel, ce grand rendez-vous annuel que nous avons maintenant en partenariat avec le journal L'Opinion. Donc ce sera le 23 avril toute la journée. Notez aussi que pour le 20 juin, nous aurons la prochaine commission conjointe de la santé digitale sur le thème, est-ce que, la question c'est un petit peu, voilà, un clin d'œil, c'est est-ce que l'intelligence artificielle, pardon, peut-elle sauver la santé en Afrique? Donc ça, c'est le 20 juin. Le 26 juillet, nous aurons un gros événement certainement à laquelle participera de manière pas en première ligne, mais en tout cas la commission santé du CIAN, au moins pour en faire un débriefing après sur les JO, puisqu'on a rappelé que pendant ces JO, le sport santé sera mis en avant et on aura l'occasion, beaucoup de partenaires africains notamment qui seront présents. Je n'ai pas parlé d'Africa Tech non plus Vivatech rapidement, mais au mois de mai aussi, on sera présent sur cette scène-là. Et enfin, notez le 15 octobre, nous aurons la troisième et dernière commission de la commission santé, commission mixte avec le digital et donc les trois commissions santé, digitale et juridique. Nous allons consacrer un sujet sur la santé numérique et la protection des données sur les défis actuels et futurs pour l'Afrique. Donc voilà, et enfin le 7 novembre, nous aurons le Forum Afrique RSE Santé organisé par le Centre d'entreprise, mais auquel le CIAN participe, nous appuie, puisque la commission aussi ODD, RSE et ODD participe à travers Pierre Samuel à ce forum que nous faisons tous les 2 ans sur cette thématique, sur ce thème cette année, c'est s'engager, innover et investir pour une santé durable. Donc vous avez chacun maintenant 10 secondes
pour le mot de la fin avant qu'on ne se quitte et qu'on vous donne rendez-vous pour le 23 avril, donc pour le forum Investir en Afrique du Ciel. Donc 10 secondes chacun et après on vous libère. Alors on commence par les dames. Ah, Camille d'abord. Merci beaucoup pour ce webinaire qui était très intéressant et je suis toujours ravie de voir l'intérêt grandissant qu'il y a pour le domaine du sport et toutes ses implications sur le continent africain. Et j'espère qu'on va continuer dans cette dynamique, mais j'en suis persuadée. Certainement. Merci Camille. Elina, un petit mot de fin de 10 secondes. Alors, le micro est toujours coupé. Bon, on va passer à Dama. Euh, Oui, Elina. Oui. oui, Elina. merci pour l'occasion donnée pour parler du football féminin et surtout j'ai eu plaisir à découvrir toutes ces structures qui vraiment sont dans la dynamique de promotion du sport et bravo à vous et courage. Merci Elina, mais je retiens quand même que 15 000 euros, c'est pas un gros budget hein, pour développer tout ce qu'on a dit, C'est tout ce qu'on a vrai, vu c'est aujourd'hui. déjà un pas, Vraiment, c'est il y a un déjà. beau travail de plaidoyer à faire pour arriver à, voilà, à mobiliser plus de moyens sur ce sujet important. Et on a vu que c'est pas que du social, c'est pas que de la philanthropie. Il y a des impacts très concrets, économiques, sociaux, d'inclusion, etc. Donc merci Elina. On va passer à Adama. Rapidement, Adama. Oui, merci pour l'invitation. Donc, je tiens à rappeler que le bilan est disponible sur le site de Santé Entreprise, www.santéentreprise.com. Et je rappelle aussi les dates de la prochaine campagne à venir. C'est du 26 au 11 août, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Merci. Et tu sais que, Adama, tu devrais avoir une feuille de route pour construire des partenariats entre start-up africaines et start-up françaises pour développer des solutions sur ce sujet, parce qu'on a besoin de solutions. Il n'y a personne sur ce créneau aujourd'hui, et voilà un endroit où il faut investir. Donc, je vais me tourner naturellement vers l'AFD pour lui demander ce qu'on peut faire ensemble dans ce domaine, avec Mathieu, pour le mot de la fin. Merci Eric. Moi, je vous propose qu'on se retrouve, qu'on continue à échanger. Merci encore pour ces échanges. Moi, je finis toujours mes présentations avec plus de sport, plus d'impact. Merci Mathieu, en tout cas un très grand merci à vous d'être là avec nous ce matin et on adore en tout cas ce que vous faites dans ce domaine. Je pense que lorsque l'AFD fait des choses bien, il faut qu'on puisse le dire et là-dedans, là-dessus, on a vu que vous êtes vraiment en avance, comme on peut dire, de phase sur ces sujets. En tout cas, vous pouvez compter sur nous pour poursuivre. En tout cas, voilà, on a fait presque le tour. J'ai pas laissé le mot de la fin à Bruno avant qu'on ne vous quitte. Et puis je Alors, vais. le mot de la fin, je vais faire un appel à un souvenir hein, et puis je vais l'amender. Il y a 5 ans, quasi jour pour jour, j'ai eu le plaisir de créer un événement à Paris, au cinéma McMahon, qui était là, Eric, dont Oui. le titre était L'Afrique, future star du sport. Il y avait Un Etienne, événement, il y avait Etienne, il y avait Etienne un Giros. événement coproduit avec le SIAM, Oui, d'ailleurs, et le visionnaire et expérimenté il est là, hein. Il est là Giraud, avec nous. président Oui. du SIAM, qui intervenait, je vais reprendre son verbatim de conclusion. Les profits de demain en Afrique se construisent maintenant. Et je vais rajouter des profits financiers, mais aussi sociétaux. Et oui, l'Afrique, c'est bien la future star du sport. Des profits humains, évidemment. Bien, bien, merci. En tout cas, on a eu un très bel échange. J'étais en tout cas ravi d'animer ce premier webinaire de l'année de la commission avec, donc, encore une fois, co-organisé avec la commission RSE et EDD. Et nous en aurons d'autres. Et à très bientôt, donc le 23 avril pour le forum. Voilà. Bonne journée à tous et on vous dit à très bientôt. À très vite. À bientôt, merci.